Donc merci d'être venu on va parler performance, on va parler outils, et on va se demander mais pourquoi est-ce que nos sites web rament alors qu'a priori on a des backends qui sont quand même pas trop mal. Et on va voir deux outils en particulier, ceux qui m'intéressent le plus, ça va être WebPageTest qui a une petite vingtaine d'années maintenant, et les Chrome DevTools. Alors d'abord peut-être me présenter. Donc je suis Jean-Pierre, j'écris du web depuis une petite vingtaine d'années et du consulting depuis une petite dizaine d'années sur la webperf en particulier. J'écris énormément, surtout en JavaScript. Euh, et j'ai la seule formation sur la webperf de France. Donc voilà, donc c'est un sujet qui me tient un petit peu à cœur, que j'ai commencé il y a 15 ans chez Yahoo. C'était plutôt cool. Je co-organise les meet-up webperf parisiens en tout cas. Et pour vous dire à quel point la webperf a pris l'importance ces dernières années, on organise une conférence qui réunit 200 personnes depuis 2 ans. Donc ça s'appelle We Love Speed. Venez, on est sympa. Voilà, donc pourquoi est-ce qu'on fait de la perf? On fait de la perf déjà pour nos utilisateurs adorés, ceux qu'on aime. On a envie de faire des sites de qualité parce que sinon, au bout d'un moment, tu ne sais plus pourquoi tu te lèves le matin. Donc tu as envie de faire plaisir à tes utilisateurs et faire en sorte que ce soit fluide. Pour moi, il y a aussi une raison sociale, il y a une raison d'accessibilité, au sens où si tu n'es pas capable d'adapter ton site à des gens qui ont des téléphones pas chers ou des connexions au fin fond du Cantal, tu fais pas bien ton travail dans la société, le grand tout. Hein. Et mine de rien, il y a une petite raison écologique aussi, c'est que quand vous poussez des applications web ou natives trop lourdes, au bout d'un moment, les gens sentent que leur téléphone est obsolète, rame, ils vont changer de téléphone. Nouveau téléphone égale nouvelle batterie égale nouvelle terre rare, égale il y a des gens qui triment comme des fous au bout du monde parce qu'on sort des applications lourdes. Mais vous convaincrez personne avec ça. Si les gens font de la perf depuis 15 ans, c'est parce que ça rapporte de l'argent. Les gens, surtout les sites de e-commerce, se sont vite rendus compte que plus ça allait vite et plus les gens achetaient. Donc, nous, on est là, donc côté technique, pour se demander c'est quoi les deux grandes questions de la perf, c'est quand ça charge. Donc on va voir WebPageTest. Et qu'est-ce qui se passe une fois que c'est chargé et que je commence à vouloir interagir avec la page? Est-ce que ça rame ou pas? Donc on va aller voir les Chrome DevTools. Alors, WebPageTest, c'est pas du Lighthouse, c'est pas tu lances et ça fait tout seul. Tu vois, WebPageTest, quand tu rentres dedans, c'est que tu as envie de faire de l'analyse, de l'audit. Ça t'affiche pas des petites notes toutes jolies. Donc ça prend un peu de temps. Évidemment, tu vas rentrer ton URL, tu vas rentrer ta connexion, donc c'est à toi de savoir quelle connexion tu veux viser. Donc là, moi, je suis en mobile first, donc j'ai envie de me mettre une petite 4G. J'ai envie de capturer la vidéo, je vais vous montrer après pourquoi, donc ça va filmer l'écran pendant que ça charge. Ensuite, je vais me faire passer pour un mobile, parce que je suis mobile first, et j'ai plus qu'à lancer. Voilà, c'était facile. Et donc là, normalement, on va se retrouver sur une page qui permet d'analyser le réseau. Alors, WebPageTest, donc ça a 20 ans d'âge, l'interface est un petit peu vieillotte, mais il faut passer un petit peu de temps à cliquer un petit peu partout pour voir ce qui est bien. Donc là, ce qu'on va faire apparaître, c'est le waterfall réseau. Le waterfall réseau, ça ressemble à ça. On a, à l'horizontale, on a nos requêtes réseau. Là, par exemple, et juste au-dessus, on va avoir les codes couleurs. Donc là, par exemple, la première ligne, ça va être j'ai mon HTML, ensuite je sais que j'ai du CSS parce que c'est vert, etc. Donc voilà, donc ça permet de savoir ce qui s'est passé sur le réseau. Première question à laquelle ça va répondre, c'est est-ce que ça rame? Est-ce que c'est long à s'afficher parce que mon serveur rame, ou est-ce que c'est parce que mon front-end rame? Donc on peut aller cliquer sur la toute première des requêtes, donc généralement le HTML. Ça va déplier une petite popine. Et donc la métrique que je vais aller chercher, ça va être le time to first byte. Donc ça, c'est le temps de réponse serveur pur. Donc le serveur reçoit sa requête. Là, ça mouline. Donc là, il y a tout votre backend, le SQL, tout ce que vous voulez, qui s'exécute. Là, en l'occurrence, j'ai un time to first byte bas, à 1/3 de seconde. Donc on est plutôt bien. On considère que tout ce qui est au-dessus d'une demi-seconde, c'est vraiment trop long. C'est vraiment trop long. Donc là, j'ai un time to first byte qui est bas. Mon serveur répond en 1/3 de seconde. Et pourtant, si je regarde la petite barre verte qui est là, je suis à 2 secondes et demie de premier affichage. Qu'est-ce qui s'est passé?
entre le moment où le serveur a répondu et le moment où vraiment l'utilisateur voit quelque chose. Ben, ça, c'est tout le travail qu'on fait en performance front-end. Typiquement, ça va être les CSS. Quand on met un CSS, il est bloquant, le navigateur n'affiche rien tant qu'il n'a pas ses CSS. Donc là, effectivement, on a notre première barre bleue avec notre HTML, on a nos deux CSS qui se chargent. Souvent, mais pas ici, mais souvent, le JavaScript aussi va ralentir le premier affichage. En l'occurrence, on a un JavaScript asynchrone, donc vous voyez, on a une barre de téléchargement qui est très longue et qui se poursuit après le premier rendu, après que le premier pixel soit arrivé. Donc là, on a un CSS un JavaScript qui ne nous gêne pas. Et donc, en théorie, si le JavaScript ne nous gêne pas, on devrait avoir notre barre verticale verte juste après nos deux CSS. Et là, ce n'est pas le cas, on a une petite demi-seconde d'écart entre les deux. Et je vais aller scroller sous le waterfall pour aller voir ce qui s'est passé côté navigateur, côté CPU navigateur, donc côté processeur. En l'occurrence, j'ai mon navigateur qui transpire un petit peu. Il est en train de récupérer le DOM, de récupérer le CSS, de faire le mix entre les deux. Là, on a un CSS qui est particulièrement lourd. Il fait un demi-méga. C'est long à faire, ça lui prend une demi-seconde. Et donc, c'est pour ça que ça apparaît un petit peu plus tard. Donc voilà, on fait de l'analyse comme ça du réseau et de savoir ce qui nous bloque. Ce que j'aime beaucoup dans Webpagetest aussi, c'est qu'il y a un côté très visuel. Il y a un lien que peu de gens voient qui se trouve là, qui s'appelle Film Strip View. Et donc ça va, en fait, ça va être l'enregistrement de ce qui s'est passé pendant que ça chargeait. Et ça permet d'avoir ce genre d'information qui est très importante quand on veut faire quand on veut vraiment optimiser la perf, quand on veut faire en sorte que l'utilisateur ait l'impression que ça va aller plus vite, même si la page n'est pas plus légère qu'avant. Donc là, par exemple, on voit bien que pendant que ça charge, j'ai des textes fantômes. Je peux rien lire. Je vois qu'il me faut aller jusqu'à 3 secondes et demie avant d'avoir la première image. Voilà, donc ça me donne des informations importantes. En tant qu'intégrateur front-end, je sais que je peux faire quelque chose pour faire en sorte que le texte apparaisse plus tôt. Peut-être que je vais vouloir accélérer le chargement de mes images. Donc pareil, il y a un certain nombre de techniques. Donc ça me permet d'avoir ce genre d'informations-là. Et l'avantage, c'est que ça, tu le copies-colles dans un mail. Tu peux envoyer ça à tes patrons, ils vont comprendre ce que c'est que la perf. J'aime bien aussi se dérouler parce qu'il permet de visuel parce qu'il permet d'expliquer certains chiffres, de donner. Donc là, par exemple, j'ai comparé 2 pages avec 10 secondes de chargement. Mais 10 secondes, ça veut tellement rien dire. Donc là, chez Le Monde, par exemple, ils arrivent à afficher le header en 1 seconde 5, puis le titre en 2 secondes, puis l'image en 2 secondes 5, et ensuite pendant 8 secondes, ça charge. Mais pour l'utilisateur, ça, c'est déjà pas mal. C'est vraiment très bien. Ils ont retourné tout le code pour faire en sorte d'avoir ce résultat-là. Autre page, toujours le même chiffre, on a toujours 10 secondes, mais en fait, on se rend compte que on ne voit pas grand-chose avant 3 secondes et demie, et la première image apparaît pas avant 5 secondes. Donc, même chiffre, et pourtant expérience assez différente. Et je vais terminer sur Webpagetest, en tout cas sur cette grosse fonctionnalité qui est très pratique et qui va permettre de me poser la question, peut-être que si le site rame, c'est peut-être pas forcément de ma faute, c'est peut-être la faute de tous les scripts tiers qu'on a inclus dedans, typiquement Google Font, typiquement les tests AB, les pubs, les trackers, tout. Et donc j'ai un petit onglet qui s'appelle Bloc, qui va me permettre de paramétrer un certain nombre de noms de domaines à ignorer. C'est-à-dire que Webpagetest ne va pas faire la requête. Et donc ça me permet d'enlever artificiellement, de la production en plus, d'enlever artificiellement certains tiers et voir combien ils me coûtent. Ensuite, je vais lancer un test normal, je vais lancer un test paramétré comme ça. Je vais aller dans mon petit onglet Test History en haut de Webpagetest. Je vais cocher mes petites cases, je vais appuyer sur le petit bouton Compare, et là, j'ai une comparaison visuelle de 2 tests différents. Déjà, rien que ça, c'est vraiment une fonctionnalité super cool de Webpagetest parce que ça permet de comparer, donc là, en l'occurrence, je teste avec et sans Google Font plus les tests AB. On peut tester les concurrents, est-ce qu'on se charge plus vite qu'eux ou pas. On peut tester comment se charger le site il y a 6 mois, à la release d'avant, etc. Et donc là, on voit que ce que coûte Google Font et un test AB, en l'occurrence, j'ai 2 secondes de page blanche parce que j'inclus des tests AB et Google Font.
Donc après, c'est l'intégrateur, enfin déjà l'intégrateur sur Google Fonts, il sait quoi faire, il va juste récupérer les fontes. Et pour les tests AB, mais après il y a toute une négociation avec le marketing, et avec ce genre d'argument, et en se disant que bah oui, mais 2 secondes, ça va peut-être nous coûter 10% de nos utilisateurs, voilà, est-ce qu'on a envie de dépenser 10% de notre chiffre d'affaires sur un test AB? Ça fait réfléchir. Donc c'est tout pour la partie web page test. Je rajoute juste que web page test peut être scripté. On peut aller beaucoup plus loin que juste afficher une page. On va faire des scénarios complexes de type cliquer à gauche à droite, de type passer un scénario passer un login, remplir un cookie à l'avance. Et web page test est vraiment la référence sur le marché de la web perf en open source. Donc, il y a d'autres projets open source qui vont pouvoir prendre du web page test et faire de la surveillance à long terme. Vous pouvez faire de l'intégration continue. C'est ce que fait par exemple Google Chrome. Chrome, ils exécutent web page test sur sur le top 1 million des pages et ils savent si leur nouvelle release est plus vieille ou pas que la précédente. Donc, vous pourriez faire ça pour votre site. Et voilà, ça permet de se comparer aux concurrents. Donc, il y a pas mal de choses qu'on peut faire après web page test. Donc là, on a vu le chargement, on a commencé à analyser le chargement. Maintenant, le deuxième outil, c'est une fois que la page est là, est-ce que je peux cliquer dedans, est-ce que ça est réactif ou pas? J'ai donc utilisé le profiler de Chrome. Alors le profiler de Chrome, la première fois que tu le démarres, tu te dis putain, j'ai l'impression de piloter un Airbus quand même. Il y a de l'information. Alors je vais essayer de vous dépiler enfin en analyse rapide. D'abord un petit laïus sur on a un problème dans cette industrie, on n'est pas foutu de tester correctement nos pages, juste de sortir un téléphone et de brancher un câble USB, on ne sait pas faire apparemment, on n'aime pas la qualité dans le web on dirait. Donc voilà combien de temps ça prend d'exécuter sur un iPhone 7, donc un truc à 600 balles il y a 1 an et demi, qui est probablement ce que la plupart des développeurs ont dans la poche. Et il faut savoir que pour un téléphone 2 ou 3 fois moins cher, il faut 5 fois plus de temps pour exécuter le même code JavaScript. 5 fois, c'est énorme. Et donc on ne se rend pas compte à quel point on ralentit l'expérience de nos utilisateurs juste en envoyant plus de JS. Ces 5 dernières années, c'était juste horrible. Donc, vous prenez un vrai Android, un pas cher, entre 200 et 2. Si vous prenez un Android à 250 €, vous savez que la moitié des Français ont encore moins cher que ça. Donc juste, ne serait-ce qu'un Android à 250 €, déjà ça va vous aider à trouver les problèmes de perf côté client. Vous le branchez en USB avec Chrome DevTools et ça va vous donner des vrais stats. Donc, je vous ai dit, vous avez un espèce d'Airbus devant vous. Je fais juste un petit zoom sur les animations. Est-ce que vous êtes à 60 frames à la seconde ou pas? Donc là, on a le nombre de FPS qui est tout en haut de Chrome DevTools et qui va répondre à cette question. Donc là, on a une animation qui n'est pas optimisée et qui est assez fréquemment en dessous des 60 frames à la seconde. Et donc là, ensuite, on l'a optimisé et on a mieux. Donc l'animation va être plus fluide. Ça permet de le quantifier. La stack. Donc la stack, c'est sûrement ce qui est le plus compliqué, mais en même temps, c'est exactement ce que tu demandes à un profiler. Donc évidemment, d'abord, tu vas enregistrer, tu vas faire une action, ensuite tu vas arrêter, et là, il y a cet écran-là qui va apparaître. Tu vas aller chercher, tu vas aller zoomer d'abord sur les parties qui t'intéressent, ton action immédiate. Là, tu vas repérer les tâches les plus lourdes, hein, en perf, en JS comme ailleurs. Tu commences par ce qu'il y a de plus gros et à partir de là, tu vas dépiler. Donc tu peux cliquer dessus et là, il y a la call stack qui va apparaître juste en dessous. Cette call stack, tu peux la dépiler. On va utiliser le temps total d'exécution ou le temps d'exécution propre à la fonction pour savoir quelles sont les fonctions qui ne vont qu'appeler d'autres fonctions et quelles sont les fonctions qui font vraiment le taf. Et après, tu n'as plus qu'à aller lire le code, et il n'y a qu'à cliquer là-bas à droite, et ça va te montrer les endroits où ça rame où on a passé du temps. Donc voilà, c'est pas facile à faire. C'est pas facile à faire. Ça prend du temps, il faut bien connaître son code, mais ça permet de débugger tranquillement son code. Il y a 2-3 endroits quand même où Chrome DevTools va t'aider, quasiment le seul. Il y a certains patterns, on sait que ça rame, et donc il est capable d'en détecter un au moins. Ça s'appelle le forced reflow, qui est en fait le moment où tu demandes beaucoup de choses au DOM, et en même temps, tu veux écrire des choses dans le DOM, et juste après tu vas lui demander une information. Et le fait de faire un aller-retour comme ça avec le DOM, ça coûte extrêmement cher, donc ça, lui, il est capable de le détecter. Et donc il va te mettre des petits
des petits warnings rouges sur les endroits où ça pêche. Voilà, mais c'est le seul pattern qui est détectable automatiquement. Le reste, c'est à toi de connaître ton code. Force and reflow. Ok. Quand vous êtes sur votre site, que vous savez que votre site a beaucoup de pubs, donc typiquement un site de presse, vous pouvez aussi vous demander, est-ce que ça rame parce que c'est à cause de mon code, ou est-ce que ça rame à cause du code des autres? Donc toujours dans le call tree, donc dans les stacks, on peut regrouper, non pas par temps, mais par sous-domaine. Et donc là, par exemple, on voit que sur l'Express, on passe 20% du temps sur le JavaScript de l'Express et 80% du temps ailleurs. Les pubs, les trackers, tout ça. Ça permet d'avoir une réponse assez rapide, en fait. Et d'identifier certains tiers qui sont plus lents que les autres. Dans les cas spécifiques où vous avez la single page application qui va rester pendant des heures ou voire des jours allumée dans un tab navigateur, vous avez peut-être envie de détecter les fuites mémoire. Il y a un petit, on peut enregistrer la consommation de la mémoire de la page et donc voir si ça augmente ou pas. Et donc là, par exemple, on a un pattern classique, c'est-à-dire qu'effectivement ça augmente, et puis le garbage collector passe et fait son travail. Donc là, on a une page qui n'a pas de fuite mémoire, tout va bien. Mais si au bout de plusieurs minutes, on voit que ça augmente à l'infini, c'est qu'on a une fuite mémoire. Donc voilà pour ce qu'on pouvait dire de manière facile sur les Chrome DevTools et sur WebPageTest. Conclusion, je voudrais vous dire un truc, c'est vraiment intéressez-vous à vos utilisateurs, quel mobile ils ont dans leur poche. Généralement, il est vraiment pas cher. Et quelles connexions ils peuvent avoir. Pour vous donner un chiffre, 20% des gens ont moins de 2 mégabits seconde. Donc il faut s'en occuper. Investissez du temps dans l'apprentissage de ces outils. Effectivement, ces outils sont complexes parce qu'ils traitent des problèmes complexes, mais ils vont durer plus longtemps que les frameworks sur lesquels vous vous mettez. Et en termes de performance, ça fait 15 ans qu'on entend, il y a des bonnes pratiques qui sortent, qui au bout d'un moment deviennent obsolètes ou voire contre-productives. Quand on apprend les outils, on apprend à juger les bonnes pratiques. Donc, c'est pas la peine d'apprendre des listes de choses à faire et à pas faire par cœur. Enfin, si, ça sert, moi ça donne un premier contexte, mais les outils vont vous permettre de savoir où est-ce que vous en êtes. Voilà, donc s'il y a des questions, alors je ne sais pas si on aura le temps pour les... Oui, on a le temps. On aura le temps pour les questions, donc c'est très bien. En tout cas, moi je suis là toute la journée, notamment entre midi, donc il n'y a pas de souci. Je vous invite à vous renseigner sur We Love Speed qui va redémarrer sûrement en septembre-octobre prochain en 2020. Et voilà, merci. On a rattrapé le retard, donc on a le temps pour des questions. Ah ouais, Etienne. Ça arrive. Bonjour. Du coup, déjà merci pour la présentation. Je voulais savoir, est-ce que vous avez déjà utilisé des outils d'audit comme Google Lighthouse ou Alors oui, justement, j'ai fait exprès de ne pas parler de Google Lighthouse parce qu'il y a déjà tous les évangélistes Google qui le poussent, donc c'est très bien. Par rapport à un web page test, Google Lighthouse, ça te donne une première idée, ça donne envie d'y aller. Et comme dessus c'est écrit en gros Google, les gens du SEO se disent c'est comme ça que Google juge de la performance, ce qui n'est pas vrai. L'équipe Search est décorrélée de l'équipe Chrome qui s'occupe de Lighthouse. Donc moi en audit je l'utilise quasiment pas. Maintenant ça te donne une première idée de la perf, ça te donne des chiffres et suivre des chiffres de perf c'est toujours bien. Donc oui c'est positif. Merci. Et là, tu vois, j'ai répondu très poliment sur Google Lighthouse. Il y a un an, je t'aurais dit que c'était juste ridicule. Là, ça commence à devenir sérieux. Ça commence à devenir vraiment bien foutu. Mais ce n'est pas un outil d'analyse. C'est un outil de découverte. Une autre question? On en a deux ici. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous partager des ressources sur l'intégration continue et webpage test, si vous avez genre un exemple avec un outil de CI, peut-être pas tout de suite, mais peut-être après la... Non, mais alors tu vas faire un Google Webpage Test Jenkins et tu vas trouver, tu as 2-3 docs effectivement qui te permettent déjà de le faire. Donc tu as des plugins tout faits qui vont se reconnecter. Sinon, il faut taper Marcel Durand, Webpage Test API.
Donc Je vais Marcel le Durand, noter Web Page aussi. Test API. Et donc c'est quelqu'un qui a fait un connecteur Node qui va récupérer les tests Web Page Test et qui va t'en sortir dans un format qui est interprétable par tous les outils de CI. Il va te le sortir au format TAP, JUnit, etc. Et du coup, toi, tu peux en faire ce que tu veux, quoi. Ok, merci. Allez, une dernière question. Tu utilises beaucoup, enfin tu parles du profiler Chrome et par rapport à Firefox, c'est parce qu'il y a une grosse différence et parce que c'est une question d'habitude. Alors, moi, c'est une question d'habitude. Le profiler Firefox a longtemps été en retard. Enfin, c'est surtout que Chrome met tellement d'ingénieurs sur le sujet que c'est dur de les rattraper. Et effectivement, c'est des interfaces complexes. Et pour l'instant, enfin, pour te dire, par exemple, avant, donc il y a 10 ans, je débuguais avec le profiler de IE8 et il m'a fallu quelques années avant de passer à celui de Chrome. Maintenant que je suis sur Chrome, j'ai envie de revenir vers du Mozilla, mais en termes de fonctionnalité, ils ne proposent pas tout. Ils proposent 2-3 trucs en plus, mais ils proposent beaucoup de choses en moins. Et effectivement, il y a une habitude qui est dure à changer. Et en plus, aujourd'hui, il faut bien reconnaître que Chrome, ça est 60%, 70% des gens, notamment surtout sur mobile. Donc du coup, j'ai intérêt à rester sur du Chrome. Voilà, encore merci.